les cantonales 2011, Quesaco. Une réinsertion de SDF réussie. Popito, un coup de jeune pour la recherche sur le 3e âge. Les 20 et 27 mars prochains, on votera pour la dernière fois pour les conseillers généraux. Mais qui sait vraiment à quoi sert le conseil général? C'est lui qui a la gestion les routes, les réseaux, les collèges. Plein de compétences. Voilà, c'est la décentralisation. Ça vous intéresse pas? Non. Je ne sais pas qui est mon conseiller général actuellement. Justement, je ne sais pas à quoi ça sert. Conseil général, oui. On va renouveler les conseillers généraux. Ah d'accord. Nos impôts, ils vont là. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas trop. On en parle beaucoup plus des présidentielles que des cantonales. Ça vous intéresse pas en fait? La politique, non. Il faut peut-être s'intéresser à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du conseil général. Oui, comme les collèges, les routes, la petite enfance, les transports scolaires, le logement social ou encore le RSA. En Haute-Garonne, sur les 53 conseillers, 27 vont être réélus. À leur tête, le socialiste Pierre Izard. Cette fois, les élus ne le seront que pour 3 ans, car en 2014, grand bouleversement avec l'arrivée des conseillers territoriaux qui siégeront au département et à la région. Nouvelle manifestation de cheminots ce matin au fret de Saint-Jory. La gare de triage construite en 1948 était l'une des plus importantes de France. Face à l'ouverture à la concurrence, la SNCF, selon la CGT, se serait désormais concentrée que sur du transport rentable et aurait perdu jusqu'à 50% de part de marché en moins de 6 ans. Résultat, ici, on serait passé de 500 à 100 cheminots. En 1984, il a été entièrement automatisé et modernisé, ce qui en a fait à l'époque le triage le plus moderne de France. Il a une capacité de tri de 3600 wagons par jour et à l'heure actuelle, ce giron de l'industrie du transport de fret ferroviaire est complètement à l'abandon. Des cheminots de petites gares de fret de Brive ou de Limoges étaient venus ce matin manifester aussi dans une ambiance un peu nostalgique. Souaïbou Koïta, le propriétaire depuis 3 ans de Yassa Fast Food, société de restauration rapide africaine, est libre. Ce Malien de 28 ans a été placé en centre de rétention lundi soir avec obligation de quitter le territoire français. La préfecture a refusé le renouvellement de son titre de séjour commerçant, estimant son entreprise non viable. Ouvert sa société à la fin de l'année 2008 et que donc la première année d'exercice ne lui a pas permis de se verser un salaire, ce qui pour un dirigeant d'entreprise est somme toute assez banal. En France depuis 11 ans et cité en exemple de réussite par l'école de commerce où il a fait ses études, Souaïbou, qui vient de franchiser le concept à Nice, est à présent soulagé. Il peut arrêter la grève de la faim entamée il y a 3 jours. On était à la bouteille d'eau là jusqu'à présent, donc on va pouvoir regoûter un peu d'Yassa, de Mafé. Je comprends pas que dans un pays comme la France, aujourd'hui, on ne favorise pas l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Le bilan 2010 montre une société parfaitement saine avec un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 21%, des éléments dont la préfecture n'avait pas eu connaissance. Voici l'Hacienda avenue de Muret, un lieu de réinsertion temporaire pour les SDF âgés de 18 à 25 ans, géré par des jeunes qui ont eux-mêmes vécu dans la rue, des anciens squatteurs de la place Anatole France. La mairie leur a mis à disposition cette villa vouée à la démolition. Ici, on a un loyer de 20 € par personne par mois, plus les fluides, qui sont l'électricité, l'eau et le gaz. Donc c'est déjà un minimum à donner pour des jeunes qui n'ont rien du tout, qui n'ont aucune ressource. C'est pour ça qu'ils sont actifs. Cultiver des plantes aromatiques, réparer des vélos, restaurer des meubles, les 7 jeunes qui occupent la maison mettent la main à la pâte et troquent leur production avec les habitants du quartier. Cette commerçante, par exemple, leur offre ses invendus. Et en échange, eux, ils nous font des confitures, des petits gâteaux, des petites plantations de fleurs. Ils sont sympathiques, ils sont accueillants, généreux. Ils reprennent les repères de la vie sociale, c'est-à-dire qu'ils réapprennent à se lever le matin, qu'ils réapprennent à refaire des papiers, à avoir des responsabilités. 9 mois après leur arrivée, tous ont leurs papiers et l'un d'eux a décroché un CDI. En juin prochain, les art-troqueurs devront quitter les lieux mais seront relogés ailleurs. La mairie s'y est engagée.
Toulouse s'engage pour les personnes âgées. Alors qu'un programme national prévoit la création de 5 IHU, des instituts hospitalo-universitaires, le CHU de Toulouse, le PRES et l'INSERM ont déposé leur candidature commune d'IHU des sciences du vieillissement et de prévention de la dépendance. Une thématique plus que jamais d'actualité puisqu'en France, en 2060, la proportion des plus de 75 ans sera multipliée par 2 et le nombre de centenaires pourrait atteindre les 200 000. Notre objectif, c'est de repérer le plus précocement possible des signes d'un début de fragilité chez les personnes âgées pour justement les réorienter vers un vieillissement de bonne qualité. Perte de poids, fatigue, ralentissement de la marche sont autant de signes que l'IHU va devoir déceler. Le premier objectif, c'est de mettre en place une plateforme d'évaluation des personnes âgées fragiles, qui serait une plateforme d'évaluation ambulatoire en centre-ville. L'objectif, c'est de réaliser une évaluation globale de ces personnes âgées et de leur proposer, à l'issue de l'évaluation, des actions de prévention, voire même de participer à des programmes de recherche. Donc cette plateforme travaillerait en lien fort avec la médecine de ville, la médecine générale et aussi avec les différentes spécialités. L'IHU va également mener des travaux de recherche et prévoit la création d'une école spécialisée dans le vieillissement. 19 candidatures d'IHU ont été déposées en France. Les 5 projets retenus devraient être connus d'ici une semaine environ. 14e journée nationale de l'audition. En France, les malentendants représentent 5 à 6% de la population. Un handicap invisible, souvent caché par les personnes atteintes. La MDS tente de sortir ces personnes de l'isolement en assurant des permanences et des cercles de parole. C'est vrai que ce moment-là est fort. Nous essayons de les rassurer. Ensuite, nous aidons ces personnes-là sur le plan administratif parce que malheureusement, le coût d'un appareillage est très élevé. Ça monte jusqu'à 4 000 € pour 2 appareils, bien souvent. Samedi 19 mars, l'association organise une grande journée d'information à la Maison des associations, conférences, essais d'appareillage, témoignages au programme. C'est le moment de s'inscrire aux chantiers internationaux. Ouverts aux 14-17 ans, adultes et seniors, ces projets d'intérêt collectif proposent de partir bénévolement 2 à 3 semaines en France ou à l'étranger. Ça peut être par exemple partir en Italie pour restaurer des sentiers pédestres, ça peut être partir en Belgique ou en Arménie pour travailler dans des centres avec des réfugiés ou avec des enfants ou des handicapés. Les volontaires sont de différents pays, donc vous êtes amenés à parler anglais sur le chantier, à échanger sur votre culture, sur la culture des autres volontaires. Chaque volontaire paie son voyage. Sur place, il est logé, nourri et encadré par des animateurs locaux. En 2010, 274 bénévoles de Midi-Pyrénées ont vécu une aventure utile, dont plus de la moitié à l'étranger. Les Sœurs Ennemies sont les enfants de André Gaillard, connu pour son célèbre duo Les Frères Ennemis avec Teddy Vrignot. Elle joue ce soir au Café Théâtre des Minimes dans le cadre du 5e Festival d'humour des arts au féminin. Allô, Michel-Ange? Oui. Avez-vous terminé de décorer la chapelle Sixtine? Presque. Tiens, une tulipe. Mais non, c'est une rose. Mais pas du tout, c'est une violette.